Vous connaissez ces histoires que vous faites défiler à 2 heures du matin. Celles sur des familles si dysfonctionnelles que vous vous demandez si elles sont même réelles? Il y a 3 mois, je suis devenu l'une d'entre elles. Prenez du popcorn et profitez du spectacle. Je suis Colton, 19 ans, homme, ouvrier d'usine à temps partiel, étudiant en ingénierie à plein temps à l'université d'État, et apparemment paillasson familial à plein temps. Du moins, je l'étais. Je vivais dans ma chambre d'enfant, payant à mes parents $350 de loyer par mois tout en jonglant avec des quarts de 12 heures le week-end et une charge de cours qui ferait pleurer la plupart des gens. J'avais un plan. Économiser, obtenir mon diplôme, partir. J'avais environ $6 000 sur mon compte d'épargne après 2 ans de dur labeur, et j'étais censé emménager dans mon propre appartement d'ici l'été. Le travail à l'usine était brutal. Nous fournissions des matériaux d'emballage à la moitié des entreprises du comté. Mon travail consistait à charger des camions, à défaire des palettes et à faire tout le sale boulot nécessaire. Le salaire était décent pour un emploi à temps partiel. Et surtout, personne ne se souciait des drames familiaux. C'était le seul endroit où je pouvais respirer. Maintenant, laissez-moi vous parler de ma sœur aînée et de la façon dont elle a décidé de ruiner mes plans. Vicky a 27 ans, mère célibataire de 2 enfants qu'elle traite plus comme des accessoires que comme des êtres humains. Divorcée d'un type nommé Jason, qui selon la légende familiale était la pire personne ayant jamais existé. Ce qui est drôle avec Jason, cependant, c'est que chaque fois que je lui parlais, il semblait tout à fait normal. Il se présentait aux événements de ses enfants, payait la pension alimentaire à temps, ne disait jamais un mot de mal sur Vicky, même après tout. Le mariage s'est effondré parce que Vicky refusait de travailler, dépensait de l'argent qu'il n'avait pas et faisait des crises de colère quand Jason suggérait qu'elle pourrait peut-être contribuer à quelque chose au ménage en plus de posters sur Instagram. Quoi qu'il en soit, Vicky a toujours été l'enfant chéri. J'ai accepté cette réalité vers l'âge de 11 ans quand mes parents l'ont emmenée en grandes vacances pour son 16e anniversaire, mais m'ont dit que nous ne pouvions pas nous permettre un cadeau pour mon 12e. Il pouvait se permettre de rénover sa chambre, cependant, 2 fois et de lui acheter une voiture quand elle a eu 17 ans. J'ai eu un abonnement de bus et un sermon sur le fait de devoir me débrouiller seul. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai trouvé un travail dans un fast-food et j'ai économisé pendant 8 mois pour acheter une Corolla de 15 ans avec 200 000 miles au compteur. Mes parents n'ont pas contribué d'un centime, mais ils avaient certainement des opinions sur la façon dont je devais être reconnaissant de l'occasion d'apprendre la responsabilité. Ma mère, Donna, part du principe que la vie de Vicky est plus dure que la mienne. La maternité célibataire est épuisante, Colton. Elle souffre d'anxiété, Colton. Tu ne comprends pas la pression qu'elle subit, Colton. Cette femme ne m'a jamais interrogé sur mes études, mon travail ou mes projets d'avenir. Mais elle peut réciter toute l'histoire de la vie de Vicky en permanence. Mon père, Vince, est pire. C'est le genre de gars qui a atteint son apogée au lycée, parle de ses jours de gloire à chaque occasion et a passé 30 ans à être amer que le monde ne lui ait pas tout donné sur un plateau comme il le pensait mériter. Il déverse cette amertume sur quiconque est à portée de main. Habituellement moi. Tout ce que je faisais était mal. Mes notes n'étaient pas assez bonnes, même quand j'étais sur la liste du doyen. Mon travail n'était pas assez prestigieux, même si je subvenais à mes propres besoins. Mes passe-temps étaient une perte de temps. Il m'a dit un jour que je n'arriverais jamais à rien parce que je n'avais pas la détermination de Vicky. Vicky, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 5 mois de sa vie, il avait des opinions sur tout ce que je faisais. Pendant ce temps, Vicky ne pouvait rien faire de mal. Ses échecs étaient des circonstances. Ses mauvais choix étaient de la malchance. Son besoin constant de sauvetage financier n'était que de l'aide familiale. Le 2 poids 2 mesures aurait été drôle si ce n'était pas ma vie réelle. La seule personne de la famille élargie qui l'ait jamais dénoncée était ma grande-tante Marlène, la tante de mon père. Elle avait 82 ans, vive comme l'éclair, et contrôlait l'accès à la succession de mes grands-parents. Mes parents lui léchaient les bottes depuis des années, espérant être bien placés le moment venu. Mais Marlène m'avait toujours jeté un regard lors des réunions de famille, le genre qui disait qu'elle voyait exactement ce qui se passait, même si elle ne le disait pas à voix haute. Alors, quand Vicky a annoncé en mars qu'elle perdait son appartement parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer, une crainte familière s'est installée dans mon estomac. Je savais ce qui allait arriver. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit aussi brutal. La conversation a eu lieu un mardi soir. Je venais de rentrer d'un quart de 8 heures à l'usine, encore couvert de poussière de carton et sentant la colle industrielle.
Mes mains étaient à vif d'avoir défait des palettes. Mon dos me faisait mal d'avoir chargé des camions. Je voulais une douche et mon lit dans cet ordre. Mes parents étaient assis à la table de la cuisine, arborant des expressions identiques de sérieuses préoccupations. Jamais bon signe. Mon père n'a pas perdu de temps. Vicky et les enfants emménagent. Ils ont besoin de ta chambre. J'ai fait une pause. Puis j'ai posé mon sac. Alors, où suis-je censé dormir? Au sous-sol. On va bien l'aménager. Le sous-sol qui prend l'eau chaque fois qu'il pleut. Ma mère est intervenue de sa voix apaisante. C'est temporaire, Colton. Ta sœur a besoin de soutien en ce moment. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprenais. Juste pas ce qu'il pensait que je comprenais. Puis est venue la conversation sur le loyer. Le visage de mon père a pris cette expression condescendante. Il a dit que la situation du loyer devait de toute façon changer. Avec plus de personnes dans la maison, les dépenses augmenteraient. Il pensait que $1 400 par mois était juste pour ma contribution. 1 400 $. J'ai fait le calcul instantanément. Je gagnais environ $1 600 par mois à l'usine, en travaillant 30 heures par semaine. Après les frais de scolarité, les livres, l'essence pour aller au campus et au travail, l'assurance auto, la facture de téléphone et le coût de base de la vie, j'économisais peut-être $300. Il me demandait de l'argent qui n'existait littéralement pas. J'aurais dû abandonner mes études et travailler à plein temps juste pour me payer un futon dans un sous-sol qui prend l'eau. Ma mère a essayé d'adoucir les choses. J'étais un jeune homme sans enfant ni vraie responsabilité. Vicky avait 2 enfants qui dépendaient d'elle. Sûrement, je pouvais comprendre que leurs besoins étaient plus grands que les miens. Je travaillais 30 heures par semaine tout en suivant 15 crédits et en maintenant une moyenne de 3,4, mais bien sûr, pas de vraie responsabilité. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu souligner chaque cas de favoritisme des 19 dernières années. J'aurais pu demander pourquoi les mauvais choix de vie de Vicky devenaient toujours mon problème à résoudre. Au lieu de cela, je n'ai rien dit. J'ai ramassé mon sac à dos, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à planifier ma sortie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans le noir, à faire des calculs, à esquisser des possibilités et à réaliser lentement quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années. Ma famille ne me voyait pas comme une personne. J'étais une ressource, un corps pratique pour absorber le trop-plein des désastres perpétuels de Vicky, et ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi je pourrais avoir un problème avec ça. 1 400 $ pour un futon de sous-sol. L'audace pure de la chose revenait sans cesse, faisant monter ma pression artérielle à chaque fois. Vers 4 heures du matin, j'ai envoyé un texto à mon meilleur ami, Alan. Alan et moi étions proches depuis la première année du lycée. Nous nous sommes rencontrés en retenue. Tous les deux pour des raisons qui n'étaient pas de notre faute. Lui pour avoir dit à une enseignante exactement ce qu'il pensait de son système de notation. Moi pour m'être défendu quand un type 2 fois plus grand que moi a décidé qu'il n'aimait pas ma tête. C'était le genre de gars qui se présentait sans qu'on le lui demande, aidait sans compter les points. Sa propre situation familiale avait mal tourné quelques années auparavant. Son père s'est barré quand il avait 15 ans. Sa mère s'est remariée avec un gars qui a clairement fait comprendre qu'Alan n'était pas le bienvenu chez lui. À 17 ans, Alan vivait avec sa grand-mère. À 18 ans, il avait son propre appartement. Il louait un appartement de 2 chambres depuis 1 an. Son frère aîné devait être son colocataire, mais il est parti pour un travail dans un autre état après 3 mois, laissant Alan avec une chambre supplémentaire et un loyer qu'il pouvait à peine couvrir seul. Il avait passé des annonces pour un colocataire, mais n'avait trouvé personne de confiance. Je lui ai donné la version courte. Les parents triplent mon loyer, me déplacent au sous-sol, ma sœur emménage, j'ai besoin de partir. Sa réponse est arrivée en 3 minutes. La chambre d'amis est vide depuis 6 mois. Si tu la veux, elle est à toi. On réglera les détails demain. C'est ça, avec les vrais amis. Ils ne vous font pas vous justifier quand vous êtes en train de vous noyer. Ils vous lancent juste la corde. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un dîner près du campus. Alan est arrivé avec l'air d'avoir passé une nuit blanche. Il travaillait comme agent de sécurité dans un entrepôt, des quarts de nuit qui payaient juste assez pour couvrir ses factures. Entre son emploi du temps et le mien, nous nous étions habitués à fonctionner avec un minimum de sommeil. Il s'est glissé dans la banquette et est allé droit au but. Alors, quel est le plan?
Tu as besoin de sortir vite ou tu as besoin de sortir discrètement? Les deux. Ils ne doivent pas savoir avant que je sois prêt. Il a hoché la tête lentement. De combien de temps as-tu besoin? Quelques semaines, peut-être un mois. C'est fait. On va s'arranger. Il a fait signe à la serveuse pour du café. Ta famille va péter un câble quand elle comprendra ce qui s'est passé. C'est un peu le but, il a souri. Il a exposé les détails simplement. La chambre d'amis avait un lit, un bureau et un placard. L'appartement était petit mais propre. Le propriétaire était discret tant que le loyer arrivait à temps. Emménage quand tu seras prêt. Il avait aussi un plan pour ma situation de voiture. Si je laissais ma voiture chez mes parents la nuit, ils supposeraient que j'étais à la maison. Il viendrait me chercher après mon apparition du soir et me ramènerait le matin. Nous avons planifié le timing, trouvé des places de parking où sa voiture ne serait pas remarquée, et même établi des itinéraires de secours au cas où quelqu'un serait réveillé de manière inattendue. Le gars a traité mon évasion familiale comme un film de braquage. Je l'ai apprécié plus que je ne pouvais le dire. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents que j'acceptais leurs conditions, j'ai souri et hoché la tête quand ma mère a expliqué le calendrier de l'arrivée de Vicky. J'ai même aidé mon père à débarrasser quelques vieilleries du sous-sol et j'ai fait semblant d'être reconnaissant pour le futon qu'ils avaient commandé. La clé d'une bonne stratégie de sortie est de s'assurer que personne ne la voit venir. J'ai commencé à déménager mes affaires la même semaine. Jamais tout d'un coup. Jamais rien d'évident. Quelques boîtes de livres et de jeux chez Allan le mardi, quelques vêtements le jeudi. Mon PC de jeu soigneusement démonté le samedi pendant que mes parents allaient à un barbecue de quartier où ils avaient été invités. Mes parents regardaient la télévision dans le salon jusqu'à 23h, puis allaient se coucher. J'avais une fenêtre d'environ minuit à 5h30 où personne ne bougerait dans la maison. Je l'ai testé 3 fois avant de commencer les vraies extractions. J'ai traversé la maison à différentes heures. J'ai vérifié quelle porte grinçait, j'ai découvert que la porte latérale était plus silencieuse que la porte d'entrée. J'ai découvert que le détecteur de mouvement dans le jardin avait une zone morte si on se collait à la clôture. Au moment où j'étais prêt à déménager les gros meubles, j'avais toute l'opération planifiée. Mon collègue à l'usine, un gars nommé Garrett, m'a aidé pour les charges lourdes. Il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, la famille est censée être les gens qui te soutiennent. Mais parfois, le sang signifie juste que tu es lié à des gens qui te saigneraient à blanc si tu les laissais faire. Il a dit que la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite était d'apprendre la différence. Garrett avait un camion. Il me l'a prêté 2 fois pour déménager les plus gros articles. Il n'a pas demandé d'argent pour l'essence. Il n'en a pas fait toute une histoire. Il m'a juste jeté les clés et m'a dit de le ramener quand j'aurais fini. Au moment où Vicky est arrivée avec ses 2 enfants et assez de bagages pour une croisière d'1 mois, je dormais déjà chez Allan depuis une semaine entière. Ma chambre chez mes parents contenait exactement ce que je voulais qu'ils voient. Des meubles dont je me fichais, des vêtements que je ne portais jamais, et assez d'objets personnels pour maintenir l'illusion. La représentation allait commencer. Les enfants de Vicky étaient exactement aussi terribles que dans mes souvenirs. Braxton avait 8 ans, gâté, bruyant et complètement incapable d'entendre le mot non. Il avait été élevé en croyant que le monde entier existait pour servir ses besoins, et il répondait à toute opposition par des crises de hurlements qui pouvaient briser le verre. Le gamin n'avait jamais fait face à une conséquence de sa vie. La réponse de Vicky à ces crises était toujours la même. Elle soupirait dramatiquement, lançait un regard noir à celui qui l'avait contrarié, puis lui donnait tout ce qu'il voulait. Je l'ai vu faire une crise de colère complète dans la cuisine le 3e jour parce que ma mère lui avait servi des nuggets de poulet de la mauvaise forme. Il voulait des dinosaures, et elle avait fait des cercles. Les cris ont duré 20 minutes. Ma mère s'est excusée et a promis d'acheter la bonne sorte la prochaine fois. C'est là que j'ai su que ça allait être pire que ce que j'attendais. Paisley avait 5 ans, plus calme que son frère, mais 2 fois plus destructrice. Elle avait le talent de trouver l'objet le plus précieux dans n'importe quelle pièce et de le détruire. Elle avait ruiné 2 des vases de ma mère la première semaine, avait dessiné au crayon sur le mur de la salle à manger, avait jeté un rouleau entier de papier toilette dans les toilettes de l'étage et avait provoqué un débordement qui a endommagé le plafond en dessous. Ma mère a reproché au vase d'être au mauvais endroit, au mur de ne pas être lavable et au plombier de trop facturer. Jamais l'enfant, jamais le parent. Les coups n'arrêtaient pas de pleuvoir. Semaine 2, Braxton a jeté les lunettes de lecture de mon père dans les toilettes.
Mon père en a acheté de nouvelles et n'a rien dit. Semaine 3, Paisley a trouvé la trousse de maquillage de ma mère et a redécoré le miroir de la salle de bain avec du rouge à lèvres. Ma mère a tout nettoyé et a appelé ça de l'expression artistique. Semaine 4. Les deux enfants se sont somehow introduits dans le garage et ont renversé 3 étagères d'outils de mon père. Personne n'a été puni. Vivre dans la même maison que ces deux agents du chaos, même temporairement, exigeait une vigilance constante. J'ai commencé à cacher mes objets de valeur restants. Tout ce qui comptait vraiment pour moi est allé chez Alan, pièce par pièce. Ma chambre est devenue un leur rempli de choses que je pouvais me permettre de perdre. Le sous-sol était inhabitable. Le futon est arrivé endommagé. L'une des barres de support était tordue et il s'affaissait au milieu comme un triste hamac. La seule fenêtre du sous-sol était trop petite pour laisser entrer une lumière significative, et tout l'espace sentait le moisi et le linge oublié. Il y avait des toiles d'araignée dans tous les coins. Le sol en béton était perpétuellement humide même quand il n'avait pas plu. La chaudière faisait des bruits qui suggéraient qu'elle était à une mauvaise journée d'exploser. La première nuit où il a vraiment plu, je suis descendu pour trouver un petit lac se formant près du chauffe-eau. Le drain dans le sol avait refoulé, envoyant 5 cm d'eau trouble sur la moitié du sous-sol. Le futon était trempé. La solution de mon père a été de me dire de mettre des serviettes et de m'en occuper. 1400 $ par mois pour ça. Non que j'y ai réellement dormi. Chaque nuit vers minuit, une fois que mes parents dormaient et que Vicky était occupée à faire défiler sans fin les nouvelles sur le canapé, je me faufilais par la porte latérale et retrouvais Alan à l'endroit habituel au coin de la rue. Il me ramenait chez lui. Puis il me redéposait avant 6 heures du matin pour que je prenne ma douche et maintienne l'illusion. Alan trouvait toute l'opération hilarante. Il a commencé à l'appeler la grande évasion, avec des mises à jour et des briefings de mission chaque fois que j'arrivais. Il laissait des collations sur mon lit comme des colis de soins, a dessiné une bannière de bienvenue qui disait camp de réfugiés avec des détails artistiques étonnamment bons. Une nuit, il m'a accueilli à la porte avec le visage entièrement peint en camouflage, en saluant, et m'a presque fait réveiller son voisin du dessous avec mes rires. 2 semaines après l'emménagement de Vicky, les choses se sont envenimées. Je suis rentré de l'usine pour trouver Braxton dans ma chambre. Il avait réussi à passer le verrou que j'avais installé, et il était assis sur mon lit en train de jouer avec quelque chose. Quand je me suis approché, mon estomac s'est noué, la montre de mon grand-père. La seule chose qu'il m'avait laissée à sa mort, quand j'avais 12 ans. C'était une simple montre de terrain, mais elle signifiait tout pour moi. Je l'avais cachée dans le tiroir de mon bureau sous de vieux papiers. Braxton avait enlevé le panneau arrière. Il l'avait ouvert avec quelque chose de tranchant. Des pièces étaient éparpillées sur mon lit. Le verre de cristal était fissuré. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix est sortie plate. Braxton a levé les yeux, surpris. Je voulais voir comment ça marchait. C'était à mon grand-père. Il est mort. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Les lèvres du gamin ont commencé à trembler. Voilà. J'ai pensé, maman, Colton est méchant avec moi. Vicky est apparue dans l'embrasure de ma porte en 30 secondes. Mode maman ours activé. Pourquoi cries-tu sur mon fils? J'ai montré les morceaux de la montre. Il est entré par effraction dans ma chambre verrouillée et a détruit ça. C'était à notre grand-père. Sa réponse a failli me faire exploser la tête. Il a 8 ans, Colton. Il ne savait pas. Peut-être ne devrais-tu pas laisser des objets de valeur où les enfants peuvent les trouver. Tu surréagis comme toujours. Quelque chose en moi est devenu froid. Pas le genre explosif. Le genre où tout devient vraiment clair. Tu sais pourquoi ton gamin pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que tu ne lui as jamais dit non. Tu ne lui as jamais appris que les affaires des autres comptent. N'ose pas me dire comment élever mes enfants. Quelqu'un doit le faire parce que tu élèves un gamin que personne ne pourra supporter. Et quand il aura 30 ans et qu'il vivra encore dans le sous-sol de quelqu'un parce que le monde ne tourne pas autour de lui, ce sera de ta faute. Le visage de Vicky a traversé environ 6 nuances d'indignation différentes. Tu es juste jaloux. Tu as toujours été jaloux de moi. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Tu as raison sur une chose. Il s'agit d'attention. Le genre où on me blâme pour tout et où tu as un laissez-passer pour tout. Mais j'ai fini de jouer à ce jeu. Tu es si dramatique. Tu l'as toujours été et tu es une sangsue. Mais au moins, je peux changer.
Je lui ai dit de sortir de ma chambre. Elle a soufflé et a attrapé Braxton, me lançant un regard qui promettait que ce n'était pas fini. Je pouvais l'entendre se plaindre à ma mère en bas de la façon dont j'avais traumatisé son précieux bébé. Cette nuit-là, j'ai déplacé le reste de mes véritables affaires chez Alan. Les morceaux de la montre sont allés dans une petite boîte. Je trouverai quelqu'un qui pourrait la réparer éventuellement, mais sa casse m'avait donné quelque chose d'inattendu. La permission. La permission d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de jouer un rôle, d'arrêter d'être le fils et le frère qu'il voulait. Le compte à rebours avant la révélation avait officiellement commencé. Vivre deux vies s'est avéré plus facile que prévu quand personne ne fait attention à vous de toute façon. Ma routine est devenue une horloge. Arrivé chez mes parents vers 18h. Manger le dîner disponible, généralement des restes puisque ma mère cuisinait maintenant principalement pour Vicky et les enfants. Faire la petite conversation que personne n'écoutait vraiment. Me retirer au sous-sol. Défaire le futon pour qu'il ait l'air d'avoir été récemment occupé. Attendre que la maison se calme. Conduire jusqu'à chez Alan. Dormir dans un vrai lit. Revenir avant l'aube. Prendre une douche. Aller en cours ou au travail. Répéter. L'attention aux détails était presque satisfaisante. Je gardais un verre d'eau spécifique sur la table de chevet du sous-sol à moitié vide. Remplacer chaque jour pour qu'il ne développe jamais de film. Laisser la salle de bain légèrement humide après ma douche du matin. M'assurer que ma brosse à dents était toujours dans le support au bon angle. Mettez une alarme pour 6h30 que j'annulais avant qu'elle ne puisse réveiller qui que ce soit au cas où il le remarquerait. Toutes les petites touches qui donnaient l'impression que quelqu'un vivait réellement là-bas. Personne n'a vérifié, pas une seule fois en cette semaine. Mes parents n'ont rien remarqué parce qu'ils étaient trop occupés à répondre à la liste sans cesse croissante des besoins de Vicky. Ma mère était devenue une babysitter à plein temps, une femme de ménage et un système de soutien émotionnel pour elle. Elle cuisinait 3 repas différents chaque soir parce que Braxton ne mangeait que des nuggets de poulet. Paisley traversait une phase difficile et Vicky suivait un régime d'influenceuse qu'elle avait vu en ligne. Elle faisait la lessive de Vicky parce que Vicky était trop fatiguée. Elle nettoyait après les enfants parce que les enfants sont des enfants. Mon père s'était retiré dans son atelier de garage, n'en sortant que pour manger et faire des commentaires passifs-agressifs sur la façon dont il travaillait dur pour soutenir cette famille. L'homme n'avait pas eu de travail stable depuis 3 ans. Ma mère était celle qui avait un vrai travail, gérant un bureau de l'autre côté de la ville. Mon salaire d'usine était censé être leur revenu supplémentaire. Et pourtant, il s'était convaincu qu'il était l'épine dorsale de toute l'opération. Il venait dîner, se plaignait de quelque chose, critiquait tout ce que je faisais, louait tout ce que Vicky faisait et se retirait dans sa caverne. Vicky, pendant ce temps, s'était installée dans son rôle d'invitée permanente avec une facilité déconcertante. Elle avait pris le salon comme son domaine personnel. Ses affaires étaient partout. Elle ne cuisinait pas, ne nettoyait pas, ne contribuait pas aux courses ou aux charges, elle existait simplement, prenant de la place et des ressources tout en publiant des citations inspirantes en ligne sur le fait de se relever de l'adversité et la force de la maternité célibataire. Ses réseaux sociaux étaient un chef-d'œuvre d'illusion. Des photos soigneusement mises en scène d'elle-même, l'air impeccable avec des légendes sur le soin de soi et l'émancipation féminine, des clichés sélectionnés des enfants avec des hashtags sur la maternité bénie. Les enfants ont empiré sans aucune structure ou discipline réelle. Braxton était passé de gâté à véritablement incontrôlable. Il faisait des crises de colère au dîner si sa nourriture se touchait dans l'assiette, cassait des choses et en blâmait les autres ou personne du tout. Frappait sa sœur quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, et personne ne faisait rien à ce sujet sauf lui dire d'arrêter de pleurer et d'être la plus grande. Elle avait 5 ans. La réponse de Vicky était toujours de trouver des excuses ou de rejeter la faute sur quiconque était pratique. Paisley avait découvert qu'elle pouvait attirer l'attention en criant, et elle utilisait ce pouvoir libéralement. Elle a aussi commencé à aller dans les chambres et à apprendre des choses. Ma mère appelait ça explorer. J'appelais ça du vol. Le sous-sol a continué de se détériorer. Le futon s'est complètement effondré après que Braxton a sauté dessus à plusieurs reprises lors de l'une de ses aventures non supervisées dans mon supposé espace de vie. Personne n'a offert de le remplacer. Les toilettes qui coulaient sont devenues des toilettes qui coulaient constamment, que mon père a promis de réparer la semaine prochaine pendant 3 semaines consécutives. Un tuyau a commencé à fuir près du chauffe-eau, créant une flaque permanente qui sentait la rouille et la tristesse. Mon collègue, Garrett, est devenu mon confident improbable pendant cette période.
Nous travaillions les mêmes quarts du samedi à l'usine, des journées de 12 heures qui vous laissaient trop fatigué pour penser, ce qui était honnêtement un soulagement. Garrett était le gars vers qui tout le monde se tournait quand ils avaient besoin de conseils. Il était à l'usine depuis 11 ans, connaissait l'histoire de tout le monde et ne répétait jamais rien de ce que vous lui disiez. Il avait 34 ans, divorcé, et avait sa propre histoire de dysfonctionnement familial. Des parents qui privilégiaient son frère. Il a dit que la partie la plus difficile n'était pas de partir. C'était d'accepter que les gens qui étaient censés l'aimer inconditionnellement avaient des conditions attachées tout le temps. Une fois qu'il a réalisé ça, tout le reste est devenu plus simple. Mec, celle-là m'a marqué. Alan, pendant ce temps, était devenu mon soutien opérationnel et mon officier en chef du moral. Il gardait une trace du calendrier, m'aidait à planifier mes prochains mouvements et fournissait l'humour noir nécessaire pour survivre. Quand je lui ai parlé de la montre, il s'est vraiment mis en colère en mon nom. Puis il a suggéré que nous trouvions quelque chose appartenant à Vicky et que nous l'endommagions accidentellement. Je lui ai dit que c'était mesquin. Il était entièrement d'accord. Puis il a demandé si je voulais le faire quand même. Non, mais j'ai sérieusement apprécié l'offre. Une nuit, environ 5 semaines après avoir cessé d'y dormir, j'attendais près de la porte latérale qu'Alan vienne me chercher quand mon père est apparu dans le garage. « Tu as une minute ?» Il s'est appuyé contre son établi, les bras croisés. « Les choses sont devenues compliquées par ici. Ta sœur a besoin de plus d'aide que nous le pensions. Les dépenses s'accumulent. J'imagine. J'ai besoin que tu prennes tes responsabilités, Colton. » J'ai presque ri. Presque. J'y travaille. Les finances sont serrées avec l'école. Je sais que c'est difficile, mais nous devons tous participer. Il m'a regardé comme s'il attendait de la gratitude. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Il m'a tapoté l'épaule. A dit qu'il savait que je répondrais présent. Alan est venu me chercher cette nuit-là. Je savais exactement où les choses allaient, et il n'en avait aucune idée. Le dîner de famille qui a tout terminé était l'idée de ma mère. Vicky avait trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique de vêtements. 10 heures par semaine, salaire minimum, pas d'avantage, mais apparemment c'était digne d'une célébration. Ma mère a insisté sur un vrai repas de famille. Le timing était presque trop parfait. Cette semaine que je n'avais pas réellement dormi dans cette maison. Cette semaine à maintenir une performance si convaincante que des acteurs entraînés seraient impressionnés. Et ils n'avaient toujours aucune idée. J'ai failli ne pas y aller. Mais il y avait une partie de moi, la partie qui avait été invisible pendant 19 ans, la partie qui avait absorbé chaque critique et chaque comparaison et chaque rappel que je ne serais jamais assez bien, qui voulait voir leur visage quand ils réaliseraient enfin la vérité. Alors j'y suis allé. La table du dîner était un chaos dès mon arrivée. Braxton refusait de rester assis, rebondissant sur sa chaise et faisant des bruits d'explosion tout en jouant avec sa nourriture. Paisley n'arrêtait pas de lancer des haricots verts sur son frère, gloussant à chaque fois qu'un le touchait au visage. Vicky était sur son téléphone, ignorant complètement ses 2 enfants. Ma mère essayait désespérément de maintenir un semblant d'ordre tout en servant tout le monde et en s'assurant que chaque préférence alimentaire était respectée. Elle avait l'air épuisée. Les 6 dernières semaines à être une servante à plein temps pour la famille de Vicky avaient laissé des traces visibles, mais elle ne l'admettrait jamais. Mon père était assis en bout de table, arpentant son royaume avec la satisfaction d'un homme qui n'avait absolument rien fait pour mériter quoi que ce soit. Le rôti de bœuf était trop cuit. La purée de pommes de terre venait d'une boîte. Ils ont parlé du nouveau poste de Vicky, de leur fierté de la voir se reprendre en main, de la façon dont les choses s'amélioraient enfin pour la famille. J'ai mangé en silence, regardant tout le spectacle se dérouler autour de moi. À peu près à mi-chemin du dîner, mon père s'est raclé la gorge de cette façon qui signalait qu'une annonce importante allait arriver. La conversation s'est tue. Même les enfants ont senti quelque chose et sont devenus un peu plus calmes. Il a dit que nous devions discuter de la situation du loyer. J'avais 2 mois de retard. C'était 2800 $ que je devais à la famille. J'ai posé ma fourchette. Vicky a levé les yeux de son téléphone. Soudain très intéressée par la conversation. Le visage de ma mère s'est crispé. Mon père a continué. Il comprenait que l'argent était serré pour tout le monde, surtout pour les jeunes qui débutent. Mais Vicky essayait d'économiser pour son propre appartement. Les dépenses du ménage avaient considérablement augmenté. Ils avaient besoin que tout le monde contribue à sa juste part.
Les mots sont restés en suspens. Ils avaient répété ça, planifié, probablement discuté exactement comment formuler tout pour que ça paraisse raisonnable. J'ai regardé ma sœur avachie sur sa chaise. J'ai regardé mes parents, qui m'avaient fait payer un loyer depuis mes 17 ans, alors que ma sœur n'avait jamais payé un centime pour quoi que ce soit de toute sa vie d'adulte. Et j'ai commencé à rire. Je me suis levé de table, j'ai soigneusement placé ma serviette à côté de mon assiette, j'ai redressé ma chemise. Comme c'est drôle, ai-je dit. Je n'habite plus ici depuis cette semaine. Silence. Le visage de ma mère a traversé la confusion, l'incrédulité et la panique. Elle a demandé ce que je voulais dire par là. Je leur ai dit exactement ce que je voulais dire. J'ai déménagé il y a 7 semaines. Le sous-sol a été vide chaque nuit, et aucun de vous ne l'a remarqué. Personne n'a jamais frappé à cette porte. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi on ne m'entendait jamais. Cette semaine rien. Le visage de mon père est devenu rouge. Il a dit que c'était impossible. Ma voiture était dans l'allée tous les jours. Je la garais là pour maintenir les apparences. Je suis resté chez quelqu'un qui remarque quand j'existe. Vicky a retrouvé sa voix, aiguë et accusatrice. Elle m'a traité de menteur. A dit que c'était juste une autre tentative pour tout ramener à moi. Je me suis tourné vers elle. Je lui ai dit que la famille traversait une période difficile à cause de ses choix, de son incapacité à gérer l'argent ou à élever ses propres enfants. Chaque crise dans cette maison depuis 10 ans portait son nom. Je lui ai dit que son fils avait cassé la montre de notre grand-père. Et sa réponse a été de me dire que je ne devrais pas laisser des objets de valeur où les enfants peuvent les trouver. Dans ma propre chambre verrouillée, ma mère a essayé d'intervenir. A dit que j'étais dramatique. Je lui ai demandé quelle famille elle pensait que nous étions. Celle qui a annulé mes anniversaires pour les événements de Vicky. A payé pour son mariage et sa voiture tout en me disant de me débrouiller seule. Voulait me faire payer 1400 $ pour un sous-sol inondé pendant qu'elle vivait ici gratuitement. Mon père s'est levé, m'a traité d'ingrat, a dit qu'il m'avait donné un toit pendant 19 ans. Je lui ai dit que j'avais payé mon loyer pendant 2 ans à temps chaque mois tout en travaillant et en allant à l'école pendant qu'il donnait à ma sœur des milliers de dollars qu'il prétendait ne pas avoir quand j'avais besoin d'aide. J'en avais marre de prétendre que tout ça avait un sens. Il a fait un pas vers moi. Je n'ai pas bronché. Ce qu'il a vu sur mon visage l'a fait s'arrêter. Vicky a exigé de savoir qui j'étais pour la juger. Sa vie était dure. Être une mère célibataire était épuisant. Je lui ai dit que je n'aiderais pas avec des enfants dont la mère les défendait en détruisant mes biens. Des enfants sans limite parce qu'elle était trop paresseuse pour en fixer. Des enfants qu'elle utilisait comme bouclier chaque fois que quelqu'un la critiquait. Braxton a commencé sa routine de pleurs dramatiques. Vicky s'est précipitée pour le réconforter, me lançant un regard mortel. Je me suis tourné vers mes parents une dernière fois, je leur ai dit que j'avais déjà changé mon adresse de réexpédition de courrier, retiré mon nom de tous les comptes partagés, pris tout ce qui m'appartenait, y compris la documentation de chaque fois qu'ils prétendaient ne pas pouvoir m'aider tout en finançant le style de vie de Vicky. Ma mère a demandé ce que cela était censé signifier. Je lui ai dit que la grande-tante Marlène allait recevoir une lecture intéressante. Puis je suis parti. J'ai conduit jusqu'à chez Alan. Il m'attendait avec une pizza et un film en attente. Il m'a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai dit qu'il n'avait même pas réalisé que j'étais parti depuis cette semaine. Pas une seule vérification du sous-sol. Pas un seul coup à la porte. Cette semaine de rien du tout. Et il s'attendait toujours à ce que je paie 2800 $ de loyer en retard. Il m'a tendu une part et a dit que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais entendue de seconde main. Puis il m'a demandé si je voulais regarder quelque chose. Nous avons regardé le film. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, mon téléphone avait 47 messages non lus. Ma mère pleurant sur la façon dont j'avais embarrassé la famille. Mon père exigeant que je revienne et que je m'excuse de leur avoir manqué de respect devant les enfants. Vicky envoyant des paragraphes sur la façon dont j'avais traumatisé Braxton et ruiné ce qui était censé être son dîner spécial célébrant son nouveau travail. Je les ai tous lus, n'ai répondu à aucun. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était l'autre chaussure qui attendait de tomber. Vous voyez, j'avais mentionné que je gardais des archives. Ce n'était pas du bluff. Depuis 2 ans, j'ai tout documenté. Chaque fois que mes parents prétendaient ne pas pouvoir m'aider financièrement tout en donnant de l'argent à Vicky,
chaque paiement de loyer que j'ai fait, chaque commentaire dédaigneux sur mon éducation ou mon travail, et plus important encore, j'ai documenté l'état du sous-sol. Ils s'attendaient à ce que je paie $1400 par mois pour ça, des photos des dégâts des eaux, des vidéos de l'inondation, des captures d'écran de mes textos demandant quand les réparations seraient faites, la documentation du futon qui est arrivé cassé et n'a jamais été réparé. J'ai tout envoyé à la sœur de mon grand-père, ma grande-tante Marlène. C'est elle qui contrôlait l'accès à la succession de mes grands-parents, celle à qui mes parents léchaient les bottes depuis des années dans l'espoir d'être inclus dans son testament. Tante Marlène avait 82 ans, vive comme l'éclair. Elle n'avait jamais été fan de la façon dont mes parents me traitaient, mais je ne lui avais jamais donné de preuves spécifiques avant. J'ai inclus une lettre expliquant tout. 3 jours plus tard, elle a appelé mes parents. Je n'étais pas au bout du fil, mais le cousin de Gareth travaillait au dîner où ma mère allait. Selon le récit de seconde main, Marlène leur a dit qu'elle était déçue de la façon dont ils avaient élevé leurs enfants, qu'elle allait reconsidérer certains de ses plans de succession à la lumière de ces nouvelles informations. Mes parents ont perdu la tête. Soudain, je recevais des textos d'excuses. Ma mère voulait me voir pour un café. Mon père a suggéré que nous parlions. Vicky m'a même contacté, prétendant qu'elle avait surréagi et que nous devrions passer à autre chose pour le bien de la famille. La succession de tante Marlène valait plusieurs centaines de milliers de dollars. Soudain, bien me traiter avait des incitations financières. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Alan m'a aidé à trouver un spécialiste de la réparation de montres qui a pu restaurer la montre de mon grand-père. Ça a pris environ 3 semaines et a coûté plus que ce que je voulais dépenser, mais ça en valait la peine. Le cristal a été remplacé. Le mécanisme a été nettoyé et révisé. Elle a recommencé à faire tic-tac, stable et fiable, comme quand mon grand-père la portait. Gareth m'a proposé de prendre des quarts supplémentaires à l'usine. Plus d'heures signifiait plus d'argent, ce qui signifiait des progrès plus rapides vers mes objectifs. J'ai pris tous les quarts qu'il pouvait me donner. Le semestre s'est terminé. J'ai réussi tous mes cours. Je n'ai pas parlé de mes notes à mes parents. Ils n'ont pas demandé. Vicky a duré environ 4 mois de plus chez mes parents avant que l'arrangement n'implose. Selon le réseau de ragots du quartier, elle a eu une énorme dispute avec ma mère pour savoir à qui c'était le tour de garder les enfants. A dit des choses qui ne pouvaient pas être reprises. A déménagé dans un élan dramatique, financé par un autre prêt d'urgence de mes parents qu'elle ne rembourserait jamais. Elle loue un appartement de l'autre côté de la ville maintenant. Travaille toujours à temps partiel à la boutique. Poste toujours du contenu inspirant sur la maternité célibataire et le fait de surmonter l'adversité. Mes parents et moi ne nous sommes pas parlé depuis 6 mois. Le silence est parfois étrange. Pas douloureux exactement, juste inhabituel. Il y a des moments, généralement tard le soir, où je me demande si j'ai été trop dur, si j'aurais peut-être dû essayer plus fort de leur faire comprendre. Puis je me souviens de la montre, du sous-sol, des $1400 pour un futon cassé dans une pièce inondée, et les questionnements s'arrêtent. L'appartement d'Alan est devenu un foyer d'une manière que la maison de mes parents ne l'a jamais été. Nous partageons tout équitablement. Nous communiquons comme des adultes. Quand quelque chose se casse, nous le réparons ensemble. Quand l'un de nous a des difficultés, l'autre intervient sans compter les points. C'est à ça que la famille est censée ressembler. Le soutien sans compter les points. Le respect sans condition. Se présenter parce qu'on en a envie, pas parce qu'on y est obligé. J'ai juste dû la construire moi-même. Ma grand-mère m'a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier. C'est la seule de ce côté de la famille qui me contacte encore. Elle avait entendu toute l'histoire de sa sœur, ma grande-tante Marlène. Marlène elle-même a envoyé une carte séparée quelques semaines plus tard. À l'intérieur se trouvait un chèque de $500 et une note avec presque le même sentiment. Elle avait aussi mis à jour ses plans de succession. J'ai eu l'impression que mes parents n'allaient pas être aussi bien placés qu'ils l'espéraient. Ma mère a tenté une dernière approche il y a environ 1 mois. Elle s'est présentée à l'usine, ayant réussi à trouver où je travaillais. La réceptionniste m'a appelé, l'air confuse. Je l'ai trouvée sur le parking, debout près de sa voiture, tenant un café comme une offrande de paix. « On peut parler s'il te plaît ?» « De quoi ?»« De réparer ça. D'être à nouveau une famille. » Elle m'a tendu le café. « Tu me manques, Colton. La maison semble vide sans toi. Il y avait 6 personnes dans la maison pendant des mois. Tu n'as pas remarqué mon absence à ce moment-là.
Tu sais ce que je veux dire? Sa voix s'est brisée. On a tout gâché. Je le sais maintenant. On veut arranger les choses. Je n'ai pas pris le café. Tu veux arranger ça? Commence par admettre que tu m'as traité différemment. Que Vicky a toujours été la priorité. Que tu as passé 19 ans à me faire sentir que je valais moins qu'elle. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas si simple. Si, maman. Ça l'est. J'ai reculé. Je dois retourner au travail. Elle est restée là un long moment, puis a posé le café sur le capot de sa voiture et est partie. Je l'ai donné à Gareth à ma pause suivante. À tous ceux qui lisent ceci et se reconnaissent dans mon histoire, l'enfant négligé, le plan de secours. Vous pouvez trouver les gens qui vous voient vraiment et laisser partir ceux qui ne l'ont jamais fait. Ce ne sera pas facile. Vous douterez de vous-même. Vous vous demanderez si vous êtes trop dur ou si vous en attendez trop. La culpabilité familiale est une chose puissante, et ils l'utiliseront s'ils le peuvent. Et honnêtement, s'éloigner des gens qui ne vous ont jamais vu venir est la vengeance la plus satisfaisante qui soit.